Votre fidélité à la télévision nationale congolaise nous rassure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prestation de serment des membres de la nouvelle commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle. Nous irons aussi à Abala, précisément dans la localité de Obelengo, où nous allons vous présenter la ferme bovine Obondo. Tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus. Ouvrons notre émission. Désigné le 30 juillet 2020 au cours de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, les 7 membres de la commission de cette institution ont prêté serment le 31 août dernier en présence du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice sortant de la CEAC. Rappelons que le siège de la CEAC est basé au Gabon. Je vous propose donc de suivre la cérémonie irrélative. Les 7 membres de la commission de la CEAC ont prêté serment le 31 août dernier au Gabon en présence du chef de l'État gabonais, président en exercice de la CEAC, président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le président a pratiqué le rituel de prestation de serment devant le chef de l'État gabonais, était M. Gilberto Dapedade Verissimo, président de cette commission. Ce rituel se déroule de la manière suivante. La main droite levée, le président Gilberto Dapedade Verissimo, la vice-présidente de la commission, son Excellence Francisca Tatiop Belobé et les 5 autres commissaires de la CEAC se sont succédés tour à tour devant le président en exercice de la CEAC pour prêter serment. Chacun dans sa langue officielle a juré servir la commission avec loyauté et dévouement avant de procéder à la signature du procès verbal. Les 5 membres de cette commission sont M. François Kanimba, commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières. M. Mangaral Banté, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. M. Tabouna Honoré, commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Madame Gakono Marie-Thérèse Chantal, épouse Mfoula et Djomo, commissaire à l'aménagement du territoire et aux infrastructures, son Excellence Madame Kabinga Yvette Ngandou, commissaire à la promotion du genre, au développement humain et social. Après la prestation de serment et la signature du procès verbal, le président en exercice de la CEAC les a exhortés au travail bien fait. Ali Bongo Ondimba a rappelé aux membres de la commission le rôle et la mission ultime qu'ils doivent jouer. Le chef de l'État gabonais, président en exercice de la CEAC, a en outre appelé ses commissaires au respect scrupuleux de la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion et les conflits d'intérêts qui gangrènent la plupart des institutions de la sous-région. Bref, le président en exercice de la CEAC a exhorté ces hommes et femmes, membres de la commission de la CEAC, à l'exercice à bon escient de leurs fonctions. Pour immortaliser l'événement, les membres de la commission et le président en exercice ont posé pour la postérité en photo de famille. Vous venez de suivre la cérémonie de prestation de serment des nouveaux commissaires de la commission de la CEAC qui ont été nommés le 30 juillet dernier. Parmi ces 7 commissaires figure un Congolais. Il s'agit de M. Honoré Tabouna, commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Dans une interview réalisée par le responsable de la communication de la CEAC, M. Honoré Tabouna a dressé sa feuille de route. En tant que nouveau commissaire,
en charge de l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Mais avant de continuer mon propos, je voudrais ici remercier de façon solennelle les autorités congolaises, à la tête desquelles se trouve le président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la commission climat du bassin du Congo, porte-parole de l'économie verte lors de Rio Plus 20 en 2012 au Brésil. Alors, avec les autres chefs d'État, ils ont porté leur choix pour diriger ce département très important sur moi. Donc, je ne peux avoir que des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance à nos chefs d'État. C'est une charge énorme parce que s'occuper des ressources naturelles, de l'environnement, de l'agriculture et du développement rural, c'est le cœur de l'économie, non seulement de l'Afrique, des États membres de la CEEAC, mais du monde. Dans ce sens que, si vous vous souvenez, le congrès de Berlin, qui en fait c'était le congrès du Congo, a dessiné toute la géopolitique africaine, toute la géostratégie des ressources naturelles, non seulement de l'Afrique centrale, mais du monde. Et aujourd'hui, vous comprendrez que le coltan, qui est au cœur de l'industrie informatique, au centre de l'économie mondiale, 85% des réserves de ce minerai stratégique se trouvent dans le bassin du Congo. Donc, c'est une charge énorme d'avoir, disons, la responsabilité de coordonner ce département pour l'économie de la sous-région, le bien-être des populations, le développement du secteur privé. Mais si c'est costaud, c'est parce que c'est la nature, c'est même la mission de l'Afrique centrale. Vous savez, quand on parle du bassin du Congo, souvent on n'a pas pris conscience, nous en tant qu'habitants du bassin du Congo, de la mission qui est la nôtre en tant qu'habitants du bassin du Congo. Alors tout commence, on peut comprendre, on peut prendre conscience, disons, de cette importance, du rôle qu'on a en regardant le mot Congo. Selon plusieurs études des ethnolinguistes, quand on parle du Congo, vous avez le Ko, qui est l'espace, et le Ngo, qui dans certaines langues de l'Afrique centrale, notamment le Congo et le Téké, identifient la panthère ou le léopard, qui est le totem et qui représente ou qui symbolise la puissance. Non seulement la puissance, mais le leadership, l'autorité. Et d'ailleurs, quand je parlais du coltan, vous comprendrez alors cette puissance du bassin du Congo. Et cette puissance-là s'exprime aujourd'hui avec la forêt que nous avons, première réserve disons, hydrographique. Et nous avons deux choses qu'on peut ajouter encore, entre autres, pour, disons, illustrer cette puissance, ce rôle du bassin du Congo. C'est au nord du Tchad, vous avez une poudre, une poussière, je dirais, qu'on appelle la poussière de Baudelaire. Cette poussière fertilise la forêt amazonienne. Elle traverse 10 000 km et fertilise cette forêt, et qui a un rôle important dans, disons, la régulation du climat mondial. Voyez-vous, c'est une puissance. L'autre puissance de l'Afrique centrale, du bassin du Congo, c'est le scandale culturel. C'est la seule région au monde où vous avez plus de 1000 ethnies. Et quand vous rentrez à l'intérieur de chaque ethnie, vous découvrez des savoir-faire incommensurables. Et à partir de ces savoir-faire-là, vous pouvez développer toute une économie qui résoudrait de loin tous les problèmes qu'on a. Donc si on a tous ces problèmes-là, c'est cohérent avec, disons, le potentiel socio-économique, culturel, naturel de notre sous-région. Alors, comment on va faire
nous allons donc avoir des priorités, mais ces priorités-là, on ne les imagine pas sans pour autant regarder les orientations données par les chefs d'État. Chaque département, dont le département environnement, ressources naturelles, agriculture, développement rural, dont j'ai la gestion, les termes de référence de ces départements, c'est élaborer la politique. Donc la priorité, il faut que nous ayons des politiques, c'est-à-dire que c'est le cadre qui décide les actions que nous allons mener. Donc il nous faut une politique. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, on a une politique de 2007, il faut actualiser cette politique-là. Il faut qu'elle s'adapte aux enjeux de l'agenda 2030 de l'Union africaine, des Nations Unies et l'agenda 2063. Il faut ajouter également des programmes de développement des États. Donc il faut orienter cette politique. Déjà même au niveau de l'intitulé. Le premier intitulé, c'était politique générale en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Mais nous allons ajouter un nouveau mot. C'est la politique de l'économie des ressources naturelles et de l'environnement de l'Afrique centrale. On met le mot économie pour qu'on comprenne que nous allons passer maintenant de la conservation à l'économie de la conservation, de l'examen des ressources naturelles au développement de l'économie des ressources naturelles, pour que plus jamais qu'on s'arrête à l'humanitaire, à des programmes, disons, ponctuels, des programmes courts, d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais à des programmes permanents, institutionnalisés. Donc à l'intérieur de cette politique-là, nous aurons donc plusieurs axes, comme on le fait pour toute politique. Alors, mais pour élaborer ces politiques-là, nous avons besoin d'un cadre institutionnel clair, où les rôles de chaque acteur impliqué dans chaque secteur sera donc bien clarifié. Donc nous avons la politique des ressources sur l'environnement et ressources naturelles, sur l'environnement d'abord. Le deuxième axe du département, il s'agit des ressources naturelles, notamment les ressources extractives. Vous vous rendez compte que c'est le cœur de notre économie sous-régionale, mais nous n'avons pas de politique, par exemple, sur les ressources extractives. Nous devons avoir cette politique régionale, et c'est ce que demandent les chefs d'État. Sur l'eau, nous avons déjà une politique. Nous allons donc l'actualiser par rapport donc, à l'agenda 2030 des Nations Unies, l'agenda 2063, ce que j'ai dit tantôt. De l'Union africaine plutôt. Et nous, sur la structure, nous avons également la politique agricole commune. Donc il faudrait l'adapter également par rapport donc, au cadrage politique au niveau mondial et au niveau de l'Union africaine. Monsieur Honoré Tabouna, au cours de cette émission, a défini aussi ce que c'est l'économie verte à l'africaine, ce pour faciliter la compréhension de tous. Il a aussi parlé du FIPAC, le Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, qui est en hibernation totale. Donc, il entend relever ce challenge en organisant la 4e édition. Ce forum se tenait à Ifondo, dans le département de la Likwala. Rappelons que le Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale a été créé par le ministre d'État Henri Djombo et par le docteur Honoré Tabouna. Je vous propose de suivre encore un extrait de cette émission. Quand on parle de l'économie verte, ce n'est pas quelque chose qui nous est nouveau, hein, mais ce sont des activités qu'on a toujours pratiquées, qu'on a toujours... Il faut revaloriser. Voilà, et donner plus de valeur économique à ça, tout en respectant. En fait, l'autre élément pour faire le lien avec l'économie, c'est le fait que chaque fois que nous allons développer ces activités, même elles sont traditionnelles, mais il faudrait vérifier que ces activités contribuent à la création d'emplois, contribuent à la création des richesses et contribuent à la protection de l'environnement. Donc, chez nous, quand il y a des forêts sacrées, on te demandait de ne pas rentrer dans la forêt. Le faire, nous sommes dans l'économie verte, mais on ne va pas s'arrêter seulement à dire aux gens ne rentrez pas dans la forêt. Mais pourquoi on ne rentre pas dans la forêt? Parce qu'on veut donner de la valeur touristique à ces forêts, pour que les gens continuent à venir voir, pour que les ressources biologiques, les espèces biologiques importantes qui sont là ne disparaissent pas.
Voilà. Donc quand on explique ça aux parents, on comprendrait qu'on est dans l'économie verte. Le maman qui a ses déchets ménagers, qui les valorise, elle est en train de faire de l'économie verte. La jeune dame qui traite les restes des tissus venant du tailleur parce qu'elle est en train de fabriquer des jouets, elle est en train de faire l'économie verte. Le jeune garçon qui récupère les boîtes de sardines, qui récupère des boîtes de conserve pour en faire également des jouets, est en train de faire de l'économie verte. Mais comment donner de la valeur à cet existant, à ces activités traditionnelles? Alors, donc, l'économie verte, vraiment, c'est l'économie africaine. Moi, j'aime beaucoup l'histoire des peuples autochtones parce que ça nous permet d'avoir un regard sur le rétroviseur en ce qui concerne notre civilisation. Aujourd'hui, ce sont des populations qui sont sédentaires, qui sont nomades, je veux dire. Nomades, oui. Mais si vous revoyez un peu l'histoire de notre civilisation, nous étions justement des nomades au paléolithique. Mais au néolithique, avec l'apparition de l'agriculture, nous sommes sédentarisés. Donc ça nous permet de regarder un peu d'où nous venons dans notre civilisation. Alors ce qui est important, c'est pour tel que nous avons traduit l'information venant du travail qui est fait par les anthropologues, les ethnologues sur les populations, c'est la gestion ou bien le gisement des savoir-faire traditionnels qu'ils ont en ce qui concerne la valorisation des ressources naturelles, aussi bien biologiques que non biologiques. C'est ce qui nous a permis, d'abord dans le cadre du bassin du Congo, de créer déjà le réseau des populations autochtones et locales d'Afrique centrale, qui est le REPALEC, sur les questions de la valorisation des ressources forestières. Et derrière, pour mettre en œuvre tout le discours du REPALEAC, nous avons créé le Fonds international, le Forum international sur les peuples autochtones, le FIPAC, qui est à Infondo, donc en lien avec tout le discours des Nations Unies sur les peuples autochtones. Et je crois qu'il y a 4 jours, nous avons célébré la Journée mondiale des peuples autochtones. Donc pour l'Afrique centrale, les peuples autochtones ont une valeur parce que à la fois socio-économique, écologique, ethnologique, parce qu'ils vont nous permettre justement de valoriser d'abord d'identifier, de recenser tous les savoir-faire traditionnels, aussi bien locaux qu'autochtones, sur la valorisation de la biodiversité pour nous permettre d'avoir un développement durable, mais vraiment durable, sur l'économie, par exemple, de la biodiversité. Et là, il y a des décisions des chefs d'État aussi, donc nous avons déjà une orientation. Ça sera aussi des éléments sur lesquels nous devons nous appuyer parce que nous devons travailler dans la durée. Et nous avons cette chance-là d'avoir des peuples autochtones, mais diversifiés. Vous avez ceux qui sont des zones forestières et ceux qui sont dans les zones des savanes. Et ça, il y a tout un discours à développer, tout un cadre, mais nous l'avons déjà en fait, puisque c'est maintenant encadré par les décisions des chefs d'État, et nous devons relancer le Forum international sur les peuples autochtones à la fin de cette année pour que le prochain forum, donc le prochain FIPAC, le FIPAC 4, aura lieu à Infondo probablement au mois de mars. Dans son entretien, le nouveau commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural a évoqué également la question de la restructuration du réseau des communicateurs de l'environnement de l'Afrique centrale, RECEAC en sigle. Ce réseau a été créé en 2013 à Brazzaville sous la tutelle de la CEAC et bien entendu, c'est M. Honoré Tabouna qui a eu l'initiative de la mise en place de ce réseau. Suivons-le. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est intéressé par le marketing. Voyez-vous, je suis très intéressé par le marketing. On ne peut rien faire sans le marketing. Donc, dans l'approche marketing, on peut dire qu'aujourd'hui, la CEAC est une organisation de services. Elle produit des services. Doit produire des services aux États, doit produire des services pour le secteur privé, pour les secteurs non étatiques, la recherche. Alors, quand vous avez un produit, donc si c'est un service ou bien, alors parmi l'approche, vous avez donc la communication qui est en bonne place. Voilà pourquoi, dès 2013, nous avons créé le réseau, le RECEAC, qui est le réseau
des experts de la communication, de l'information environnementale en Afrique centrale, avec l'implication de tous les ministres en charge de la communication des États membres de la CEAC. Alors, nous allons commencer, disons, à relancer, développer, redynamiser le RCEAC, parce que c'est très, très, très important. Sans la communication, on ne peut rien faire. Ça a déjà été démontré. Donc, nous allons donc redynamiser le RCEAC, finaliser leur texte organique, leur programme, le programme que nous avons pour le développement de l'économie, de la communication. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent si on fait de la communication? Ça, c'est des choses qu'on démontrera à une autre émission. Et organiser l'Assemblée générale du RCEAC pour justement démontrer la place de la communication dans le développement de l'économie, de l'environnement, l'économie verte, l'économie bleue, qui est une économie qui tourne autour, disons, de la valeur économique des ressources en eau. Nous aussi, donc Afrique Environnement Plus, précisément Kevin Akoli Ibarra et moi, faisons partie de ce réseau des communicateurs de l'environnement de l'Afrique centrale. Il y a aussi notre collègue Roselyne Voula et Madame Odette Itango de Radio Congo. Changeons de chapitre à présent. Nous allons parler cette fois-ci de l'agriculture et de l'élevage avec la ferme agropastorale dénommée Bovine Obondo. Cette ferme est située à Obelengo, à quelques encablures du district d'Abala, dans le département des Plateaux. Je vous propose de suivre le reportage que nous avons réalisé et l'interview de son promoteur. La diversification de l'économie nationale passe inéluctablement par le développement des activités agropastorales. Ce vœu présidentiel, exprimé en 2016, a eu un écho favorable auprès du ministre Léon Juste Bombo, qui s'est engagé dans l'élevage des bovins à la ferme Obondo d'Obelengo, une localité du district d'Abala. En 2 heures d'exercice, le promoteur de cette ferme a déjà 35 têtes. C'est ce qui justifie sa visite sur le terrain pour vivre de visu l'évolution de la ferme d'Obelengo. Nous avons respecté la feuille de route du chef de l'État et c'est pour faire en sorte que aussi les populations d'Obelengo puissent avoir du travail, mais aussi créer de la richesse, de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que nous sommes venus voir un peu le fruit de ce travail. Si Dieu nous donne encore la force et la grâce, on va mettre en place de la pisciculture parce que nous voulons au niveau d'Abala élever ce qu'on appelle les mabongo. Comme ça se fait à Oyo, notre ambition, c'est de mettre en place une grande unité de pisciculture. Oui, évidemment, nous avons une ferme, la ferme bovine Obondo d'Obelengo, c'est-à-dire dans le département de Plateau, à quelques encablures d'Abala. Mais ce qui nous a motivés, c'est le chef de l'État. Voilà, le chef de l'État avait prescrit à tous les ministres, et pas seulement les ministres, on va dire à tous les hauts cadres du Congo, de pouvoir s'adonner à une activité agro-pastorale ou pisciculturelle. Et nous avons choisi la ferme parce que au Belengo, il y a une bonne terre, il y a de l'herbe à foison. Et depuis pratiquement 2016, nous avons commencé avec 12 bêtes. Et aujourd'hui, nous allons vers 200 têtes. Donc voilà, c'est pour justement respecter, on va dire, la prescription du chef de l'État, mais aussi, puisque nous avons vu ça à la fin, c'est pour accompagner aussi, créer de la richesse, créer de la valeur ajoutée, parce que cette ferme emploie des populations au niveau de Belengo et voilà, ça crée de la richesse. Je vais vous répondre sans langue de bois. Il faut susciter des vocations. Le chef de l'État a suscité des vocations parce que lui-même, il a un grand cheptel au niveau d'Oyo. Et voilà, il a suscité des vocations. Et lorsque, à la suite du fait que le chef de l'État a suscité des vocations,
parce qu'on peut dire, entre guillemets, c'est un grand gentleman farmer. Et la prescription du chef de l'État précise, était claire, et en tant que membre du gouvernement, en tant que ses vocations, mais aussi, nous avons monté la ferme. Pourquoi est-ce que nous avons choisi la ferme bovine au Belengo? Et nous sommes en train de monter une station piscicole au Bondo, à Bala, parce que au niveau de Belengo, au niveau d'Abala, on n'avait pas cette nourriture disponible. Voilà, donc il y a les vocations qui ont été suscitées, et il y a le respect de la parole, des prescriptions du chef de l'État, et aujourd'hui, ben, nous nous réjouissons, parce que cette ferme a créé quand même des emplois, ça nourrit quand même quelques populations au Belengo, ça crée de la valeur ajoutée au niveau d'Abala, et voilà, nous sommes contents. Ben parce que, comme je l'ai dit en amont, c'est-à-dire que nous devons prioriser l'agriculture. Le gouvernement a un plan national de développement, un PND, et dans le PND, l'une des actions phares du PND, c'est l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas se prétendre autonome, indépendant, si on ne peut pas nourrir sa propre population. Voilà, donc nous sommes partis à Amsterdam pour accompagner cette ambition forte du chef de l'État, parce que c'est le Premier ministre, M. Clément Mwamba, qui était le chef de la délégation, et avec lui, il y avait le ministre d'État Njombo, en charge de l'agriculture et de l'élevage, et nous sommes venus justement pour accompagner cette ambition forte du gouvernement congolais, du chef de l'État, de faire de l'agriculture un pilier fondamental pour le développement de notre pays. Et nous sommes aussi partis là-bas aussi pour nous enquérir des expériences de ces États. Donc, un pays très agricole, qui est très petit, mais qui est très agricole, les Pays-Bas. Et donc, c'était des riches expériences. Et puis, c'était pour accompagner cette ambition forte du gouvernement, mais aussi, c'était aussi pour nous enquérir des expériences des autres pays, étant donné que nous ne faisons que commencer cette activité. Nous allons vers 200 têtes de bœufs. C'est peut-être beaucoup, c'est pas assez encore, mais au moins, notre ambition à nous, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire à la suite de cette forme bovine. Et nous allons nous engager dans la pisciculture, justement, pour la culture des mabongo et des carpes, essentiellement des mabongo et des carpes au niveau de la zone d'Abala. Donc, ben voilà, mais c'est un travail, et beaucoup de passion, et nous commençons à y mettre beaucoup de passion dans ce que nous sommes en train de faire. Ce qui nous a un peu motivés à partir à Amsterdam, c'était de voir un peu, est-ce que les bœufs que nous avons dans notre pays sont compatibles pour donner du bon lait qui peut être produit, quels sont les engrais qu'on peut mettre, ou quelles sont les vitamines qu'on peut donner aux bœufs. Donc, mais oui, l'ambition que nous avons, c'est de faire en sorte que la ferme au Bondo do Belengo soit une grande ferme, voilà, et une grande ferme qui apporte sa valeur ajoutée, qui crée de l'emploi, qui permet aux familles de pouvoir survivre. Voilà, c'est d'abord l'ambition que nous avons. Je pense que le ministre d'État Njombo est en train d'abattre un grand travail, et à plusieurs niveaux. Le grand niveau, c'est ce travail de sensibilisation qu'il est en train d'abattre pour faire comprendre que non, à tous les Congolais, que le métier de la terre, que le métier de l'agriculture, que le métier de l'élevage, que le métier de la pêche, ce ne sont pas des métiers de valorisation. La preuve, on a pris ça comme axe prioritaire du programme national de développement de notre PND. Et bon, il faut des moyens. Oui, nous voyons que le ministre d'État est en train de travailler justement pour trouver des partenaires pour l'accompagner dans le cadre justement de la mise en œuvre, de la vulgarisation et surtout de l'atteinte des ambitions du chef de l'État concernant le secteur agricole. Je pense que le prochain challenge que nous devons avoir, c'est de faire comprendre à chacun de nous que le métier de la terre n'est pas un métier dévalorisant. Qu'à travers le métier de la terre, on peut non seulement s'assumer, mais aussi on peut devenir quelqu'un de très important dans un pays. Voilà. On n'a pas seulement besoin, c'est vrai que moi je suis un homme politique, on dirait mais lui il est un homme politique, oui, mais on n'a pas besoin seulement
de faire de la politique, d'être enseignant, mais on peut aussi être un agriculteur et devenir une personnalité ou un grand homme d'État dans un pays à travers l'agriculture. Parce que quand vous nourrissez les populations, évidemment, vous êtes une personne très très puissante. Hein. Je peux me permettre ici de citer les grandes structures ou les grands noms du secteur agro-industriel. Mais nous mangeons tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Ainsi donc s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.